Bonjour à tous et à toutes. L'objectif de cette leçon est de avoir des flashs sur les théories des organisations. Alors, on commence. Premièrement, les théories des organisations subdivisent en des écoles des relations humaines et l'école des contingences, et les professionnels, l'école sociologique et la gestion des connaissances, et enfin l'école classique. Alors, pour chaque école, on a des fondateurs et des théories et des caractéristiques. Premièrement, on commence par les classiques, organisation scientifique du travail et administratif. Alors, les principaux auteurs sont Taylor, Henry Ford, Fayol et Weber. Alors, premièrement, les hypothèses de base. Un seul mode d'organisation optimal. Les tâches sont parcellisées, c'est-à-dire subdivisées, pour que le travail sera organisé et coordonné et contrôlé par la hiérarchie, car l'homme est un simple exécutant incapable d'initiative. Alors, premièrement, pour Frederick Taylor, ingénieur américain, il a fondé la théorie sur l'organisation scientifique du travail, l'OST. L'entreprise est assimilée à une machine. Premièrement, ils disent qu'il faut subdiviser horizontalement le travail, horizontalement et verticalement, il est contrôlé et rémunéré au rendement. Comment on subdivise horizontalement le travail? La division horizontale du travail veut dire que la parcellisation et spécialisation des tâches après analyse des postes vous travaillez pour terminer la meilleure façon de faire. C'est-à-dire, il faut subdiviser les tâches et les spécialiser en des tâches très parcellisées ou bien très restreintes. Après, on doit analyser des postes de travail pour bien sûr déterminer la meilleure façon de faire. Alors, cette théorie, elle est connue parfaitement au monde en One Best Way. Deuxièmement, division verticale du travail en séparant les tâches de l'exécutant et du manager. S'il vous plaît, à ne pas confondre entre l'exécutant et le manager. Manager, on peut dire que c'est un directeur d'une organisation et l'exécutant, c'est une personne qui fait justement à leur fonction exécuter les ordres, bien sûr, du manager. Et troisièmement, il faut contrôler le travail réalisé car les contremaîtres les contremaîtres sont des personnes qui ont leur fonction, c'est justement de contrôler. Et bien sûr, on rémunère les travailleurs ou bien les ouvriers au rendement pour améliorer la productivité. La rémunération au rendement veut dire bien sûr une rémunération par la tâche, c'est-à-dire on rémunère plus que comment dirais-je, c'est rémunération au rendement, c'est une rémunération qui correspond à un nombre de pièces produites. Alors, par exemple, si on produit 10 pièces pour, par exemple, 100 dirhams, puis on ajoute des pièces produites, puis on rémunère plus. Deuxièmement, il y a l'effort industriel américain. Leur théorie est fondée sur la standardisation des produits et l'OST. Alors Ford rationalise bien sûr l'organisation de la production en reprenant les principes de Taylor. Premièrement, la production en grande série ou bien en grande masse de produits non différenciés pour réaliser des économies d'échelle. Retenez bien s'il vous plaît que les économies d'échelle veut dire que l'augmentation de la production qui accompagne l'augmentation des coûts unitaires, coût de chaque pièce produite. On peut dire que c'est la définition des économies d'échelle. Deuxièmement, travail à la chaîne. Travail à la chaîne, c'est le produit se déplace sur une chaîne de montage. Troisièmement, la spécialisation horizontale, c'est le processus de production et occupera en tâches élémentaires, en tâches bien distinctes, bien parcellisées et bien précisées, bien spécialisées. Henry Fayol, l'ingénieur français, dit que les fonctions dans l'entreprise et l'administration sont très diversifiées. Le directeur des mines d'Akisville identifie 6 fonctions.
Premièrement, la fonction technique, veut dire que la production. Deuxièmement, fonction commerciale, bien sûr, elle se subdivise en trois volets, achat, vente, échange, etc. La fonction financière, recherche et gestion des capitaux, puis la fonction sécurité, protection des biens et des personnes, fonction comptable, compte des résultats, bilan, inventaire, etc. Et la fonction administration, c'est la fonction de direction, bien sûr. Henry Fayol, les missions de la fonction administrative, bien sûr du directeur, on peut dire du directeur. Pour Fayol, l'administration consiste à prévoir, organiser, commander, coordonner et contrôler. PO3C. Prévoir, c'est-à-dire anticiper ou bien réaliser des hypothèses sur l'avenir. Organiser, c'est mobiliser des ressources pour atteindre ses objectifs. Commander, gérer les hommes en donnant des ordres. En donnant des ordres. Coordonner, ce sont des actions faisant converger vers le même objectif. Alors, les actions doivent être très coordonnées, c'est-à-dire doivent être convergées vers le même objectif. Contrôler, bien sûr, pour vérifier que les objectifs fixés seront atteints ou pas. Il énonce 14 principes généraux d'administration à une bonne gestion. Alors pour Max Weber, sociologue et avocat allemand, les sources du pouvoir dans trois types d'organisation. Le fondement de l'autorité dépend du type d'organisation. L'organisation traditionnelle, l'organisation charismatique et l'organisation rationnelle. L'organisation traditionnelle veut dire que le pouvoir est dû au statut, propriété de l'entreprise. La succession est souvent familiale. Deuxièmement, l'organisation charismatique, c'est-à-dire en appliquant un style de commandement autoritaire, c'est-à-dire l'autorité provient des qualités des dirigeants et elle n'est pas transmissible. L'organisation rationnelle, la fonction exercée confère le pouvoir. Weber considère ce type d'organisation comme le plus efficace. Alors les limites du modèle, il faut retenir bien que l'hétérogénéité des organisations n'est pas prise en compte. L'hétérogénéité, c'est tout à fait le contraire de l'homogénéité. Un grand nombre de besoins humains, appartenance, reconnaissance, ne sont pas retenus. Et les relations entre les personnes et les groupes ne sont pas traitées. Et bien sûr, les interactions et interrelations entre l'environnement et l'organisation sont bien sûr ignorées. Alors, on passe à l'école des relations humaines qui est visible par les fondateurs ou bien les principaux auteurs Hilton Mayo et McDouglas Gregory, Abraham Maslow, Agri Ries, Lewin Kurt, Rensis et Friedrich Hensberg. Alors, pour Hilton Mayo, l'étude au sein de la Western Electric Company, son enquête est basée sur le postulat taylorien que la productivité des salariés dépend des conditions matérielles et de travail. D'autres variables psychologiques apparaissent. Un style de direction plus participatif améliore les rapports avec la hiérarchie, c'est tout à fait normal. Et le besoin, bien sûr, des reconnaissances, c'est un statut social. Et le sentiment d'appartenance à un groupe et la satisfaction des besoins sociaux, sécurité et la participation à la recherche d'objectifs communs, c'est-à-dire en appliquant un style participatif à la prise de décision, et enfin l'existence de leadership informel en dehors de toute structure hiérarchique. Abraham Maslow, la théorie des besoins, la pyramide de Maslow. Alors un besoin non satisfait reste source de motivation. Alors, premièrement, des besoins physiologiques, ce sont des besoins qui font tout à fait de vivre. Puis, si les besoins physiologiques est bien sûr
les besoins physiologiques et bien sûr réalisés, on passe à chercher à atteindre les besoins de sécurité. Après les besoins de sécurité, on cherche à atteindre celles d'appartenance, puis d'estime et puis d'accomplissement. Alors les besoins selon le pyramide de Maslow sont bien hiérarchiques, bien coordonnés. Alors pour MacGregor, il subdivise leurs fonctions ou bien leur théorie en deux volets qui s'appelle la théorie X et la théorie Y. La théorie X dit que les hommes sont paresseux, c'est un postulat de base. Il faut les contrôler pour qu'ils travaillent. Les hommes contrôlés ne sont pas épanouis. Ils se démotivent, ils se sentent irresponsables. Ils cherchent à en faire le moins possible. C'est-à-dire, il y a des travailleurs qui ont fait intégrer ou bien fait partie à des hommes qui ont impliquant la théorie X et la théorie Y qui se base sur, sur un postulat en vertu de les hommes ont besoin d'être responsables, on ne les contrôle pas, ils sentent qu'on leur fait confiance, ils assument leurs responsabilités, ils sont motivés et font le maximum. Alors pour Lindsay Likart, le principe de la relation intégrée et le leadership. Selon ce principe de la relation intégrée, le travail du groupe permettrait l'amélioration des relations interpersonnelles. Son travail concerne aussi les styles de direction, leadership bien sûr. Euh, Premièrement, style autoritaire. Le pouvoir est centralisé par la direction, bien sûr. Un ensemble de règles et des normes et des modes de contrôle sont mis en place. Deuxièmement, style consultatif ou bien démocratique, si l'expression est juste. Le personnel donne son avis, mais ne participe pas à la prise de décision. Retenez bien que dans le style consultatif, les personnes peuvent, dans son avis, peuvent dans leur avis, mais par contrepartie, ne participent jamais à la prise de décision. Alors les relations humaines sont améliorées dans ce style. Et enfin, un style participatif, chacun participe à la prise de décision. C'est un style très moderne et bien sûr les relations humaines sont très améliorées. Alors pour l'école de contingence, les principaux auteurs sont Mintzberg, Alfred Chandler, Stalker et Woodward John et Lurch. Alors la notion de contingence. La notion de contingence réfute l'hypothèse classique qu'il existe une structure idéale et parfaite. Deuxièmement, l'efficacité d'une structure dépend de son environnement et des caractéristiques, exemple stratégie, culture, taille, technologie, etc., de l'organisation. L'organisation est assimilée à un système organique évoluant dans son écosystème. Alors Henry Munzberg, pourquoi en fait une structure dans une organisation? Premièrement, pour répartir l'autorité entre les personnels. C'est ce qu'on appelle la hiérarchie. Deuxièmement, pour répartir les responsabilités. C'est ce qu'on appelle la division du travail. Chacun assume leurs responsabilités de leur poste de travail ou bien leur tâche. Troisièmement, bien sûr, pour répartir les règles, procédures et l'information et les normes. C'est ce qu'on appelle la coordination. Alors, pourquoi on fait une structure dans les organisations selon Mintzberg? Premièrement, pour la hiérarchie. Deuxièmement, pour la division du travail. Et pour la coordination du travail. Selon Mintzberg, modélise les relations au sein d'une organisation comme suite. Alors, premièrement, on a un sommet stratégique
c'est l'équipe dirigeant, c'est l'administration. Et on a les technostructures, ce sont des experts qui planifient et organisent le travail. Deuxièmement, ligne hiérarchique, ce sont des cadres opérationnels animant les équipes. Et logistique, fourniture de services, exemple conseil juridique, restauration. Et enfin, à la bas, centre opérationnel, c'est tout à fait les ouvriers ou bien les ressources humaines qui produisent des biens et services. Pour Byrne et Stigler, le facteur de contingence déterminant le type de structure est le lieu de vie de l'entreprise, c'est-à-dire son environnement. Alors la structure est subdivisée en deux volets, mécaniste et organique. Pour que la structure soit mécaniste, un environnement doit être stable et les décisions sont centralisées. Alors, en appliquant le style de commandement autoritaire et les procédures décisionnelles sont mises en place. Et pour que la structure soit organique, l'environnement doit être instable, il n'est pas stable par contre à la structure mécaniste, et les décisions sont décentralisées, pas autoritaires, et le travail n'est pas réalisé et standardisé. Pour Woodward John, l'organisation dépend du système de production pour cette professeur de sociologie industrielle. Elle n'existe pas de structure meilleure qu'une autre. Alors, le facteur de l'organisation de production. Alors, l'organisation de la production, technologie à production continue, technologie de production en grande série et technologie à production unitaire. Alors l'organisation de la production se divise en trois volets si vous voulez dire. La technologie à production continue, à production en grande série, à production unitaire. À production continue, c'est-à-dire la hiérarchie longue, peu de personnel productif. Technologie de production en grande masse, la hiérarchie courte, personnel productif nombreux. Alors les relations humaines sont améliorées et la technologie à production unitaire, la structure souple, c'est-à-dire flexible, et l'organisation par projet. Pour Alfred Chandler, structure et stratégie. La stratégie est l'ensemble des décisions et actions relatives au choix des ressources et leur articulation en vue d'atteindre un objectif. Je répète, la stratégie est l'ensemble des décisions et actions relatives au choix des ressources et leur articulation en vue d'atteindre un objectif. Elle conditionne, alors ce sont encadrés par des conditions, la structure de l'entreprise. Alors, facteur de contingence, c'est un facteur de contingence. Type de structure pour Alfred Chandler, on a des formes, des structures sous forme de M, multidivisionnelles, et des formes unitaires fonctionnelles. La structure fonctionnelle ou unitaire, elle concerne des organisations produisant un seul bien, c'est-à-dire des organisations spécialisées en production d'un seul bien, organisées selon les fonctions traditionnelles, production commerciale, administrative. Ces structures simples et peu coûteuses, les niveaux hiérarchiques sont peu nombreux. Par contre, il peut apparaître des résistances au changement. Un risque de confusion entre décisions opérationnelles et stratégiques existe. Et structures sous forme de division opérationnelle, chaque division est responsable d'un type ou gamme de produits. Yani, la qualité décisionnelle est optimisée car les décisions à long terme relèvent de la direction générale et celle de court terme des responsables de la division. Alors on subdivise les responsabilités, chacun assume leurs responsabilités de son poste. Alors l'entreprise est plus flexible,
donc réactive. La difficulté est de coordonner les décisions. Certains intérêts sont parfois divergents et de motiver. Les professionnels, les principaux auteurs sont Solon Alfred et Drucker Peter et Gillinger Octave. Et vous n'êtes pas censé de connaître, bien sûr, cette année l'école de professionnels. On passe à Middle Drucker. La fonction du manager se subdivise en 5 étapes. Alors, un manager, c'est quelqu'un qui fixe les objectifs à atteindre, c'est quelqu'un qui organise le travail, et quelqu'un qui motive et communique, et bien sûr évaluer les standards, les normes, des ratios, des procédures, et c'est quelqu'un qui forme. Il préconise aux entreprises de se recentrer sur leur cœur de métier. Alors pour Octave, la direction participative par objectif, pour Octave Gélinier, le point fondamental du management est la politique générale de l'entreprise. Il y a concordance entre croissance à long terme, profit à long terme. Il est donc nécessaire de fixer des objectifs datés. La direction par objectif, pour Drucker, consiste à demander leur avis aux subordonnés avant la mise en place des décisions prises. Octave Gélinier propose que ces objectifs soient fixés par la direction avec le personnel. Direction participative par objectif. Alors, la direction et le personnel doivent se réunissent pour participer à la prise des décisions et de sorte que la fixation des objectifs. Ceux-ci sont accompagnés de programmes d'application et budget. Octave génère la compétitivité de l'entreprise, c'est de l'innovation, c'est de la motivation et l'imagination générée par la concurrence et la finalité humaine directe à l'extérieur de l'entreprise et à l'intérieur. Et merci pour votre attention et à la prochaine fois, Inch'Allah.